sûr. C'est vrai que moi, pour ma part, c'est des petits gestes quotidiens, c'est une prise de conscience au fur et à mesure. C'est vrai que là, on acquiert un logement seul, donc on se rend compte qu'il y a l'électricité à payer, il y a l'eau à payer. Et c'est par ce biais-là qu'on prend conscience des choses, qu'on se rend compte que ça a une valeur économique, mais aussi que ça atteint la planète finalement. Et je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sensibilisé. C'est pas un sujet parmi tant d'autres. Après, c'est pas des choses qu'on évoque plus que ça entre nous. Pour ma part, c'est quelque chose dont j'ai conscience. Ouais. J'essaye au quotidien de faire en sorte d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Moi, je pense qu'au niveau citoyen français, il est un peu plus sensibilisé que d'autres personnes. J'ai eu la chance de faire un voyage en Islande où j'ai vu les gens qui faisaient n'importe quoi parce que leur énergie, elle est 100% naturelle. Je dis 100%, c'est vraiment 100%. J'ai vu des centrales géothermiques. Et ils font vraiment un gros gaspillage, ils s'en rendent pas compte. Et je pense que c'est dû aussi à l'énergie, d'où elle vient, qu'on doit se contrôler sur, par exemple, l'état de la lumière. Nous, on sait qu'on a nos centrales qui sont là pour ça. Alors que je pense franchement que le français devrait encore plus se sensibiliser pour aller plus loin. Et c'est avec le biais de conférences comme celle-ci qui devrait être axée sur un plus grand public et que ça soit accessible à plus de monde. Parce que je me suis rendu compte que là, c'était vraiment très compliqué à comprendre, on n'a pas tout compris. Moi-même, je pense que de notre niveau, c'est pas encore, on n'est pas encore assez, fort au niveau études, on n'est pas des ingénieurs, on n'est pas des professeurs, ou voilà, c'est ça, on est en première année de licence, on ne peut pas tout comprendre. On peut pas tout comprendre. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ça soit axé à plus de monde. Je suis moins jeune, mais j'écoute beaucoup les jeunes, surtout le matin quand ils arrivent en cours de logistique avec les yeux tout fatigués. Donc j'essaie de les comprendre, j'essaie de les écouter. Alors pourquoi ils arrivent avec les yeux fatigués comme ça? Justement, je pense qu'auprès des jeunes, il y a une grande incompréhension où ils ne se rendent pas compte aussi. Mais ils font des choses sans se rendre compte. Ils font du covoiturage parce que c'est économique, avant que ça soit écologique, même c'est fun. J'utilise vraiment leur langage. Après, ils font de la sous-partie du mode de la musique disco. Ils récupèrent des fruits et légumes périssables. Ils les épluchent eux-mêmes. Ils font une soirée disco en faisant de la soupe qui distribue après la soupe populaire. Donc ils font ce genre de choses, mais pour eux, et c'est ça qui est génial auprès des jeunes, c'est qu'ils font ça sans se rendre compte que c'est écologique. Ils trouvent ça plutôt fun, et voilà, mais ils en font. Petit geste pour l'humanité. Oui, quelques observations complémentaires. Donc, en termes effectivement, Bernard l'évoquait tout à l'heure, le déficit du commerce extérieur de la France c'est 70 milliards, ne serait-ce que pour l'énergie, donc c'est considérable. Alors après, la question est de dire, est-ce qu'on peut transformer ça pour faire de la rénovation de l'habitat ou autre chose? Est-ce qu'on peut cibler, est-ce qu'on peut flécher une partie des sommes? Je pense que ça serait une bonne idée, et ça serait une vraie décision politique de le faire. Mais je ne sais pas si les politiques ont envie de le faire, parce que c'est pas très spectaculaire, et c'est pas ça qui ramène des électeurs, de manière assez spontanée. Donc ça c'est une question également aussi qu'il faut vraiment se poser. Donc flécher une partie de ces sommes-là sur la rénovation, c'est une chose. Bon, par ailleurs, j'entendais un représentant du Conseil général tout à l'heure, c'est toute l'information, en particulier tous les élèves des collèges. Donc c'est toute l'action qui peut être conduite dans les différents collèges, parce que la sensibilisation commence bien par les jeunes. Quels sont les bons gestes, quels sont les éco-gestes à conduire? Parce que bien souvent, on dit effectivement un conseil général fait de la rénovation des collèges. C'est très très bien. Mais il faut quand même regarder, il faut quand même être sur le constat. Un collège, le temps d'utilisation de une année, c'est 20%.
80% du temps, un collège ne sert à rien. Quand je dis il ne sert à rien, il n'est pas utilisé, il n'est pas occupé. Il n'est pas occupé. Donc, est-ce que c'est là où il faut cibler les choses? Là, c'est d'aller au bout. Quand on dit ça, c'est vrai pour l'université, c'est vrai pour tous ces secteurs-là. Quels sont les secteurs qu'il faut cibler? Donc, voilà des interrogations. Parce qu'effectivement, un collège, globalement, consomme 100 kWh par an, hein, en moyenne par mètre carré par an. Voilà. Alors qu'une maison, et les gens qui sont en difficulté économique, hein, monsieur évoquait tout à l'heure, des 8 millions de personnes en France, ils sont dans une difficulté économique, ils n'ont pas les moyens de terminer le bout du mois ou de payer leurs factures, etc. Bon, il y a également aussi des questions à se poser de ce côté-là, sachant que ces gens-là, bien souvent, où est-ce qu'ils vont se retrouver quand ils changent de logement? On va les mettre dans les logements les plus précaires. Ça veut dire des logements qui vont consommer 200 ou 250 kWh par mètre carré et par an. Donc on est dans un cycle infernal. La question d'ailleurs qui pourrait se poser, enfin, là je raisonne un peu tout, c'est de dire, est-ce que dans les aides au logement qui sont faites, parce que les bailleurs sociaux, enfin pas les bailleurs sociaux, les bailleurs privés, parce que le bailleur social, il y a moyen d'intervention, mais le bailleur privé, est-ce qu'on ne pourrait pas lui imposer de dire, écoutez, votre logement qui consomme 250 kWh par an, vous ne pouvez pas le vendre, vous êtes pénalisé. Enfin, je veux dire qu'il y a peut-être des réflexions à avoir de ce côté-là aussi, pour dire, voilà, il n'y a pas d'aide, hein, il y a des choses qui se mettent en place, il n'y a pas d'aide si vous avez des taxes de consommation. Par ailleurs, en ce qui concerne l'énergie, donc, le professeur Foss a évoqué tout à l'heure, on est dans des sommes absolument considérables, qui se posent en milliards d'euros d'investissement. Et quand on regarde au niveau de l'Europe, je crois que dans les 15 ans ou 20 ans qu'il faut, ils viennent, c'est 1000 milliards d'euros qu'il faut investir dans le domaine de l'énergie. Une forme confondue. C'est des sommes considérables. On n'est pas fou, on s'occupe de choses et d'autres, de savoir quelle est la couleur d'un aliment ou d'autre chose. Par contre, l'Europe de l'énergie, on n'est pas foutu de la faire. Alors que là, il y a des choses considérables à faire. Et donc les gros investissements qui étaient évoqués tout à l'heure, donc en particulier sur le stockage, si ce n'est pas une échelle européenne, c'est pas un pays qui est capable de le faire, il va s'engager de là-dedans. Donc voilà, il y a toute une réflexion géopolitique complètement à avoir. Par ailleurs, on voit quand même qu'il y a un déséquilibre qui est en train de se faire dans le domaine de l'énergie. Les gaz de schiste aux États-Unis, donc effectivement, qui arrivent massivement, qui arriveront en Europe dans 2-3 ans à peu près. On verra les premiers métalliers qui vont débarquer en Europe de l'Ouest sur les gaz de schiste. Excellent, les Américains sont assez malins. Ils font toujours venir un certain nombre de métalliers parce que leurs réserves de sous-sol, ils les gardent déjà pour eux. Hein, donc ça, c'est un autre mode de régulation pour les États-Unis. Mais donc, voilà des choses nouvelles qui apparaissent. Et donc, ces choses nouvelles apparaissent également aussi. Et on voit un déséquilibre complet du marché du charbon dans le monde. Le charbon est en train de chuter. Comme le charbon chute, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les énergies renouvelables, il faut compléter par de la production complémentaire. On fait de la production à base de centrales thermiques au charbon qui produisent massivement du CO2. Il faut être conscient de ça. Quand on fait l'échelle depuis le 1er janvier au 31 décembre, qu'on regarde le cycle complet de l'énergie, on est en train, ces dernières semaines, ces derniers mois, en augmenter massivement en CO2. Premier aspect, quand on regarde samedi dernier, je crois qu'effectivement, il y avait de la vente sur le marché de la bourse de l'électricité en Europe. On vendait le kilowattheure à moins 40 euros. Je dis bien, j'ai mis assis moins dedans. Moins 40 euros le mégawattheure pendant 2 heures. Pourquoi? Parce qu'il y avait des énergies renouvelables assis. Les autres moyens de production, il fallait qu'ils fonctionnent quand même, il y en avait besoin. On est dans un déséquilibre complet du marché mondial qui est considérable. Voilà, il y a quand même un certain nombre de réflexions à avoir. Et puis après, il faut raisonner également aussi, par rapport à nos territoires, quel type de développement on veut. Parce que ça, c'est une vraie question quand même qu'il faut se poser. Parce qu'on peut très bien devenir un désert, c'est très sympathique. Hein. Enfin, il faut quand même que les gens vivent, que les gens travaillent, que les gens puissent exister. Donc, quel type de développement vous posez? Donc, je ne fais que poser des questions et je n'ai pas de réponse. Merci Louis. Quelqu'un veut-il... une dernière. Juste pour vous répondre par rapport au collège, oui, on fait la sensibilisation, on fait des projets européens et on travaille avec les professeurs, les collèges. Ça marche bien, on commence au moins à le faire, mais par contre, quand on demande aux 3000 agents du Conseil général qui est prêt à travailler en tant qu'agent dans sa famille, on a 10 familles. J'en fais partie, et puis bon, voilà, on trouve encore les purs et durs. Bon, c'est comme ça pour l'instant, mais on avance petit à petit, on dit qu'on voit toujours les mêmes, mais mine de rien, c'est les mêmes, mais on avance et puis on entraîne un petit peu. Et comme dans le domaine des déchets, ça prendra peut-être un peu de temps, mais il y a peut-être un contexte qui va faire que
Je voulais juste revenir sur le stockage. Moi, j'ai vu la commune de Montdidier dans la Somme. Bon, bah, ils ont réussi, ils sont eux-mêmes propriétaires, et ils ont travaillé sur leur réseau et sur la vente d'électricité. Ils ont vu d'autres opérateurs arriver, ils ont dit « Oh, il faudrait qu'on soit moins cher, ou il faut descendre peut-être la puissance d'appel ». Ils ont regardé comment est-ce qu'on pouvait réduire et écraser tous ces pics de consommation. Et puis, bon, le stockage de l'énergie, moi, c'était mes premiers stages. On stocke de l'énergie à droite à gauche, hein, plutôt que de produire de l'eau chaude pendant les pics. On les produit et on peut les commander à telle ou telle heure. Pour le froid, c'est pareil. Il y a plein d'exemples. Par exemple, si on parlait de la voiture tout à l'heure, bon, bah, c'est pareil. Si un jour on a de la voiture électrique, comment est-ce qu'on produira cette électricité? C'est important, hein, d'accord, mais on peut très bien imaginer voir stocker à des moments un peu plus intelligents. Je pense qu'on peut faire, mais moi, c'est comme ça, c'est ma vision, j'enlève la casquette conseiller général, moi je pense localement, j'agis localement. Après, bon, bah, voilà, je pense que ça passera par là. Il y a un moment, on discutait entre techniciens des collectivités bretonnes, on n'a pas compris la centrale qui va se faire là-bas, parce que